Simon Cordeau. Bienvenue au Buzz Auto du Journal Le Nord. Je suis avec Benoît Charette de l'Annuel de l'Automobile. Ça va? Ça va, merci Simon. Tu as visité plusieurs concessionnaires du Grand Saint-Jérôme. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je crois que vous avez été chez Kia des Laurentides. Quelles sont les nouveautés chez eux? En fait, c'est ça, on a fait le tour de plusieurs concessionnaires. Chez Kia, ce qu'on voit, c'est qu'eux, l'électrification, ils ont déjà les deux pieds dedans. On dit que cette année, en 2024, Mathieu Leroux, qui est le directeur général, nous disait qu'en 2024, il y aura 60% des véhicules qu'on va vendre là qui devraient être électriques. Le EV9 est le modèle le plus récent en ce moment, mais on attend un EV3, on attend un EV5, on attend des EV7. Il va y avoir un nouveau modèle K4. Donc, chez les Coréens, ça bouge, c'est actif et on est prêt. Puis on va même avoir plus de véhicules qu'à l'habitude parce que la subvention va diminuer au 1er janvier 2025 et on croit que les gens vont venir en plus grand nombre cette année pour profiter du 7 000 $ qui est encore là. Ils disent entre autres qu'ils ont une vingtaine de modèles Kia Niro. Là, présentement, électrique, prête à partir. Il nous parle même de prix de 485 $ en location 48 mois, donc ça vaut la peine. Puis justement, avec la venue des véhicules électriques, on change des modèles d'affaires, les façons de faire. Comment ça se passe chez Electford? Bon, ça, on a rencontré Derek Boyer, qui est directeur du service, puis lui, il a beaucoup parlé de la formation. Parce qu'évidemment, la formation en véhicule électrique versus la formation en véhicule à essence, c'est différent. On travaille de la haute tension. On donnait l'exemple, puis c'était drôle, c'est comme si vous travailliez sur un véhicule à essence, mais que le moteur fonctionne. Une batterie, c'est toujours à charge. Donc, la façon de travailler est très différente et c'est beaucoup ce qu'on apprend. Il y a de la formation, évidemment, qui est faite par Ford, de la formation en présentiel, de la formation pour les techniciens qui se fait aussi par vidéoconférence. Donc, on a beaucoup insisté sur le fait d'être prêt à cette nouvelle révolution automobile. Et on travaille très fort chez les Ford là-dessus. Lors de votre passage chez Jeep Rive-Nord, vous avez parlé des nouveaux modèles à venir. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Bon, en fait, chez Stellantis, on commence l'électrification. Je vous parlais d'une compagnie comme Kia là, qui a déjà qui s'est tracé les 10 prochaines années devant elle. Chez Stellantis, on est encore un petit peu dans la brume. C'est-à-dire qu'il y a des considérations au niveau des modèles à venir. Là, récemment, on a ralenti la production de véhicules électriques parce que, justement, les ventes à travers le monde ont ralenti. Là, on a des modèles comme le Wagoneer S, le Recon, qui sont en préparation, qui sont 100% électriques, qui vont arriver. On n'a pas encore de date. Même chose pour le RX. Donc, on a décidé pour certains modèles de remplacer des modèles qui devaient être 100% électriques par des hybrides branchables pour dire, bon, c'est une solution transitoire en attendant d'être prêt au 100% électrique. Mais on est confiant, on a vu les modèles, on sait que ça s'en vient. Mais là, il y a juste une espèce de flottement au niveau des dates, là, exactement quand ça va arriver. Ben c'est ça, on est en pleine transition dans l'électrification. Comment ça se passe chez Nissan, par exemple? Bon, chez Nissan, on a vu Daniel Ouellet, qui est directeur des ventes. Lui a parlé aussi d'un renouveau. Parce que Nissan ont été les premiers à lancer l'électrification avec la Leaf en 2012. Ça fait déjà 12 ans. Et là, on vient d'amener l'an dernier l'Ariya, qui est le nouveau modèle électrique qui a l'air un petit peu dans le format d'un Murano. Mais on parle d'amener 15 nouveaux modèles électriques à travers le monde d'ici 2030. Là, on a plus de véhicules électriques en inventaire. Là. Il y avait entre 20 et 30 véhicules électriques qui étaient là, qui étaient prêts à partir. Donc, eux autres aussi sont très agressifs sur le prix. Ils vont vous faire une Nissan Leaf sous la barre des 400 $ en location pour un modèle de l'année. Donc, on remet en place des politiques. Et là, Nissan, je pense, a traversé un petit peu la crise qu'on avait eue après le départ de Carlos Ghosn. Et on commence à les revoir là, sur l'avant-scène. Mais là, avec tout ça, on parle de véhicules neufs. Oui. Mais est-ce que les ventes d'accommodation sont encore intéressantes chez les concessionnaires? C'est une question qui revient souvent. On a posé la question à Jean-Luc Gagné, qui est directeur général du côté de chez Hyundai Saint-Jérôme. Et lui dit qu'il y a certains avantages à la vente chez un concessionnaire. Évidemment, les taxes, parce qu'on ne paie pas des montants de taxes lorsqu'on a un véhicule en échange. Il y a aussi le fait que le concessionnaire va prendre en charge le véhicule, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lien financier avec le véhicule que vous aviez. Il va avoir eux vont certifier à peu près la moitié des véhicules qu'ils vendent. Donc, pour celui qui va racheter le véhicule, le fait d'avoir un véhicule certifié qui a été vérifié,
c'est un avantage. Et souvent aussi, les véhicules certifiés vont offrir un meilleur taux d'intérêt. Donc, oui, il y a plusieurs avantages à avoir un échange, évidemment, quand vous avez un bon véhicule, parce qu'on regarde la qualité du véhicule que vous allez donner en échange, mais ça se fait encore bien. Et je vous dirais que pendant la pandémie, beaucoup de concessionnaires ont réussi à survivre avec les véhicules qu'il y avait en échange, parce qu'il n'y avait presque pas de véhicules neufs. Donc, ça demeure une part importante du chiffre d'affaires des concessionnaires. Mitsubishi, de leur côté, possède un modèle hybride qui est très populaire depuis des années, le Outlander, mais ils doivent avoir d'autres modèles. À quoi on peut s'attendre? Ça se prépare, là. Ça se prépare parce que Mitsubishi Outlander, le PHEV, représente à peu près 68% des ventes totales de Mitsubishi pour un modèle. Donc, heureusement, ça fonctionne bien, mais on dépend beaucoup de ce modèle-là. Et Martin Demers, le directeur général, nous expliquait que là, on est dans l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et qu'on travaille sur 2 modèles électriques qui s'en viennent. Un qui serait un pick-up basé sur le Frontier chez Nissan, mais vendu chez Mitsubishi, et un autre qui serait la Leaf, mais avec un logo Mitsubishi qu'on va aussi avoir sur les concessionnaires. Et 2 modèles hybrides branchables qui vont s'ajouter à ça. Et on parlait entre 2026 et 2030. Vous étiez aussi chez Saint-Jérôme Mazda. Oui. Vous avez parlé de la fidélisation de la clientèle. Comment ils s'y prennent? Bon, en fait, c'est Sébastien Coultier qu'on a rencontré, qui est le président de la concession. Lui nous disait que, et c'est drôle parce que Sébastien a travaillé dans plusieurs concessions, a travaillé dans plusieurs compagnies. Et est à même de voir les mentalités de chacune des compagnies, les approches. Mais il dit, peu importe où vous travaillez, ce qui est important, c'est de connaître sa clientèle, de leur parler, de savoir leur nom, de savoir, par exemple, qu'ils ont une activité, une passion, puis de leur parler avec eux. C'est comme ça qu'on devient pas juste des clients, mais qu'on devient aussi des amis, des confidents. Et c'est pour ça que les gens vont revenir, acheter d'autres voitures, des petites attentions. Ils disent, moi, je forme mon personnel pour qu'ils se rappellent des clients, pour qu'ils connaissent leur nom. Et les gens se sentent importants. Ils disent ça, il ne faut pas juste faire semblant qu'ils sont importants, il faut vraiment qu'ils soient importants. Ils ont insisté sur ce fait-là. Évidemment, c'est un commerce. Donc, qu'on vende des autos, des souliers ou des chandails, le principe de base est le même. Les gens vont retourner à un endroit où ils se sentent à l'aise. Puis lui, ben, c'est ce qu'il travaille à faire avec la concession. Tu as aussi visité Alfa Romeo. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Alfa Romeo, en fait, est un peu dans le même bateau que Jeep, parce que les deux sont dans la famille Stellantis et on a des modèles qu'on a annoncés, qu'on n'a pas encore confirmés en termes de date. Et ce qui est intéressant avec Stéphane Robert, qui est le directeur général chez Alfa Romeo United Auto, c'est que lui dit la perception qu'on a d'Alfa Romeo en Amérique du Nord n'est pas la même qu'en Europe. En Europe, c'est une marque, je ne dirais pas généraliste, mais c'est une marque accessible d'Alfa Romeo, alors qu'ici, on voit ça comme une marque d'exception, une marque d'élite. C'est vrai que les deux premiers modèles qu'on avait, la Giulia et la Stelvio, étaient des modèles comparables à des Mercedes, des BMW, des Audi. Mais là, on a la Tonale. La Tonale qui est en fait un modèle plus abordable et qui a bien fonctionné parce que 80% des ventes chez Alfa Romeo, c'est le Tonale. Donc, on souhaite du côté d'Alfa Romeo qu'on ait plus de modèles comme le Tonale qui va être capable de supporter les concessions et les ventes en concession. Alors, on a beaucoup parlé des concessionnaires, oui. Benoît. Mais est-ce qu'il existe un autre modèle d'affaires en automobile? Bien, c'est intéressant que tu en parles. On a été voir Prêt Auto Parté. Les gens ont peut-être déjà vu ça. C'est sur le bord de l'autoroute 15. C'est à la hauteur officiellement de Mirabel, mais on est tout près de Saint-Jérôme. On a rencontré Annabelle Barrette. C'est une façon différente de vendre une voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendeur. Il y a un analyste financier. C'est une compagnie qui s'est beaucoup basée au départ sur les deuxième et troisième chances au crédit. Et là, maintenant, on fait affaire avec tout le monde. Et une fois que vous entrez, il y a une personne et une seule personne qui s'occupe de vous. Donc, pour toutes les étapes, pas de directeur commercial à aller voir, pas de vice-président qui va vous monter ou baisser le prix. Tout s'organise avec une seule personne. Et on travaille beaucoup à reconstruire le crédit des gens qui ont des difficultés financières.
Et ça, c'est assez unique. Et le nom du commerce est simple, c'est aussi la philosophie, c'est-à-dire si vous passez au prêt et que l'auto est là, vous êtes prêt à partir. Donc, c'est prêt, auto, partez. Tout aussi simple que ça, c'est fort intéressant. Puis à travers tout ça, ben, le milieu de l'automobile est en pleine transformation avec l'électrification. Comment on fait pour former la main-d'œuvre? Ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi. On est allé au Centre d'études professionnelles à Saint-Jérôme. On a rencontré, là où on a les métiers automobiles, on a rencontré Sylvie Fortin, en fait, qui est directrice adjointe de l'école. Et on a visité le département de carrosserie, pièces, vente et mécanique. Et on tente de travailler de concert avec l'industrie pour parfaire la formation des gens qui vont prendre des cours là-bas. Il y a certains cours où il y a des stages en industrie. Donc, on est à même de voir à quelle vitesse l'industrie évolue. On a des stages qui sont aussi payés. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça garde les élèves à l'école. Parce que souvent, il y en a que, bon, ils ne pouvaient pas à la fois travailler, étudier, parce qu'il y avait des autos à payer, un logement à payer. Là, le fait de faire les deux, bien, ça permet moins de décrochage. Et on travaille aussi de près avec les gouvernements pour essayer justement de suivre le rythme au niveau de la formation par rapport à ce qui se passe dans l'industrie. Mais on y travaille fort, mais les élèves là, sont motivés, les enseignants aussi. Et on nous dit que bon, on commence à retrouver le sourire parce qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. On dit que du côté de Saint-Jérôme, on a même 2 élèves qui sont allés aux Olympiades mondiales. On en est très fiers, donc ça, c'est à souligner. Mais on a la grande tâche de suivre le rythme de l'industrie. Oui, parce qu'en conclusion, ben, c'est une industrie qui est en pleine transformation, oui, qui est en transition. Est-ce que tu as l'impression que l'industrie est prête à s'adapter? En fait, l'industrie va de l'avant. Ça va être aux gens qui sont derrière, les concessionnaires, les gens qui achètent les véhicules, à suivre le rythme. Et là, la grande difficulté en ce moment, c'est qu'on ne sait pas à quel point les gens sont prêts à faire le saut ou non. On avait fixé des objectifs. Là, on réalise qu'on est allé peut-être un petit peu vite. On a ralenti chez certains constructeurs. D'autres, eux, gardent le pied au plancher. Les Coréens, entre autres, on parlait de Kia tantôt. D'autres analysent, regardent, ajustent. Des gens comme Stellantis. Mais on va de l'avant. Là, il s'agit de voir au niveau des échéanciers si on va aller aussi vite qu'on pensait. Mais l'industrie n'a pas le choix. Elle a pris le virage. Puis les gens qui sont autour de cette industrie-là, s'ils veulent survivre, bien, devront suivre la parade. On va bien voir comment ça va se passer. Merci beaucoup, Benoît. Ça a été un plaisir. Simon. On se revoit l'année prochaine pour le Buzz Auto. J'espère.